Alors oui, pour resituer un petit peu mon travail, moi donc j'ai déjà commencé à travailler un peu sur le fond, enfin sur mon projet de thèse lors d'un stage au MICA l'année dernière à la suite de mon master documents numériques et humanité digitale. Cette année, je commence une thèse qui est centrée sur la question de la valorisation des archives de la recherche scientifique, cela à partir du fonds Robert Ascarpi et à l'heure du numérique. Monsieur Cuer et Franck Cormeret en ont déjà un petit peu parlé. Alors, le plan que je vais suivre, c'est que dans un premier temps, je vais décrire et présenter le fonds Robert Escarpi avant de vous présenter mon projet de thèse dans un second temps. Enfin, dans une troisième partie, je parlerai plus spécifiquement du premier volet de ma thèse qui se superpose à une sous-partie du projet Robert Escarpi numérique, qui est un projet région piloté par Franck Cormeret. Et ce premier volet, cette première sous-partie consistera en l'édition d'un corpus des écrits scientifiques de Robert Escarpi. Alors donc pour commencer, je vais faire un petit point sur la situation des archives des sciences humaines et sociales en France, simplement pour dire qu'en fait les préoccupations concernant ces archives ont longtemps été assez faibles et c'est assez récemment qu'on a commencé à s'y intéresser, euh, qu'il s'agisse d'archives de laboratoire qui émanent de l'institution, qu'il s'agisse des archives de chercheurs. C'est dans les années 2000 qu'on peut noter les premiers projets d'envergure en la matière, euh, et qu'une prise de conscience a eu lieu en fait sur le fait que l'archive était, était une manne potentielle pour les chercheurs et pas seulement les historiens et les archivistes, les chercheurs de multiples disciplines, car elle est à la fois finalement témoignage historique et données scientifiques. Dans les années 2000, donc, il y a eu quelques travaux que je mentionne rapidement. En 2006, l'enquête sur les archives de la recherche en sciences humaines et sociales qui a été pilotée par la MSH de Dijon et qui a amené à la création du portail Archives numériques et données de la recherche, ou Pandore. On peut également noter l'apparition du réseau Aurore la même année, qui est lié à l'Association des archivistes français et qui propose des ressources et des réflexions sur la bonne gestion même des archives universitaires au sens plus large. Du côté de la recherche plus précisément, euh, on a vu émerger certains consortiums disciplinaires qui s'inscrivent dans le courant des humanités digitales le plus souvent et qui se sont également emparés de la question des archives. On peut par exemple citer le consortium Archives des ethnologues qui tente de classer, préserver et diffuser les carnets de terrain des ethnologues du XXe siècle, ou Archipolis qui numérise les enquêtes qualitatives en sciences humaines et sociales. Cependant, aucune de ces initiatives ne concerne spécifiquement les sciences de l'information et de la communication, et sans doute en partie également à cause du caractère récent de la discipline. Et donc il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons accès à ce fonds, le fonds Robert Ascarpi, qui a été déposé aux archives départementales de la Gironde à la fin des années 1990, et qui compte environ une quarantaine de mètres linéaires d'archives pour 326 boîtes, et qui ont fait l'objet d'un classement, ou plutôt d'un repérage qui est aujourd'hui sommaire, et un classement finalement provisoire. On va tenter et on va tenter de continuer ce travail. Alors une particularité de ce fonds, c'est qu'il inclut à la fois des archives des laboratoires qu'Escarpit a fondés et dirigés, et ses archives scientifiques personnelles de chercheurs et d'intellectuels, ce qui fait que finalement, dans ce fonds, on retrouve à la fois des archives privées et des archives publiques qui sont superposées. Et Escarpit n'est pas forcément une exception, car c'est souvent une configuration qu'on retrouve dans les fonds de chercheurs de cette même époque, notamment le fonds Fernand Braudel, où les chercheurs qui ont eu des responsabilités finalement administratives importantes se retrouvent finalement avec ces documents-là qui sont intégrés à leur propre fonds, autour de leur propre personne finalement. Donc plus précisément, le fonds d'archives contient les archives scientifiques personnelles de Robert Escarpi, comme par exemple de la correspondance ou des avant-textes, les archives scientifiques des laboratoires, c'est-à-dire des archives du Centre de sociologie des faits littéraires, des archives de l'Institut de littérature et de techniques artistiques de masse et des archives du laboratoire associé des sciences de l'information et de la communication. Parmi ces archives, on trouve par exemple des rapports d'activité du CNRS et d'autres documents qui peuvent être intéressants. On trouve également dans le fond des archives institutionnelles qui sont non scientifiques et qui sont relatives en fait
qui émanent de l'Université Bordeaux-Montaigne ou de l'IUT, étant donné que Robert Ascarpi a dirigé ces institutions, des archives personnelles, quelques archives personnelles non scientifiques relatives à la carrière de journaliste et d'écrivain de Robert Ascarpi, et enfin la bibliothèque de Robert Ascarpi. Alors comme on le voit, ce fonds est particulièrement riche dans la mesure où il documente les recherches successives de Robert Ascarpi, de la littérature générale et comparée aux sciences de l'information et de la communication, et en passant par ses travaux en sociologie de la littérature. Et pour la recherche, en fait, le fonds est intéressant pour plusieurs raisons. Alors la première raison est historique, car ce fonds en fait, permettrait de retracer l'émergence des sciences de l'information et de la communication au niveau local, avec la création des laboratoires successifs et la fédération locale d'un ensemble de chercheurs autour de thématiques de recherche communes. Et on peut noter qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a eu peu de tentatives de faire l'histoire des sciences de l'information et de la communication en France, la principale étant la recherche dirigée par Robert Bourg et qui s'appuyait sur des archives de la Société française des sciences de l'information et de la communication, qui ne remontait donc pas avant la création de cette société. Et on peut également noter une monographie plutôt confidentielle réalisée sur l'institutionnalisation des sciences de l'information et de la communication à l'ICOM de Lyon 2. Et donc le fait de pouvoir proposer une histoire plus locale des sciences de l'information et de la communication ou micro-histoire permettrait de compléter cette première approche historique qui a eu lieu. Outre son intérêt historique, le fonds intègre également un grand nombre de données brutes. Alors là, je pense notamment aux données d'enquête sur la lecture menées en France, qui sont précieuses car non reproductibles, et qui gagneraient à être valorisées et réexploitées par les chercheurs. Dans ce domaine-là, en France, il existe plusieurs initiatives. J'ai parlé d'Archipolis tout à l'heure. Il y a également la banque d'enquête d'Equally qui travaille sur la question et qui permet justement de fournir aux chercheurs actuels des données passées pour pouvoir réfléchir sur leur discipline. Enfin, troisième point et pas des moindres, le fonds permettrait d'éclairer et d'enrichir la production scientifique personnelle de Robert Ascarpi, notamment dans le cadre du projet Robert Ascarpi numérique. Et c'est sur cet aspect plus précis que sera centré le troisième temps de ma présentation. Et donc, avant cela, je vais revenir sur mon projet de thèse de manière plus générale. Alors, en une phrase, je souhaite travailler sur le devenir des archives de la recherche scientifique en sciences de l'information et de la communication à l'heure du numérique, et cela naturellement à partir du projet Ascarpi. Alors plus précisément, mon principal but à travers ce projet, c'est d'avoir une meilleure compréhension des archives scientifiques en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement en sciences de l'information et de la communication. Cela afin de mieux les conserver et de mieux les valoriser à destination des chercheurs. Et cela passera par la constitution et le classement d'un corpus d'archives, par le classement d'un corpus d'archives et par la construction par la suite d'un environnement documentaire digital qui sera mis en ligne. Et cet environnement prendra la forme d'un site web qui serait doté d'une interface de lecture, d'outils de recherche adaptés aux besoins des chercheurs en sciences humaines et respecterait naturellement les standards d'échange de données internationaux. Là où mon projet se veut un peu novateur ou original par rapport à ce que j'ai pu recenser, c'est dans le fait que je souhaite combiner sur une même plateforme des publications scientifiques qui seraient numérisées et des instruments de recherche d'archives comme des répertoires ou des inventaires. Et comme on peut le voir, donc, le numérique a une place importante dans mon projet. Et donc je vais revenir un petit moment sur les enjeux de l'archivage à l'heure du numérique. Alors ce que M. Cuer a parlé, en a très bien parlé avant moi. Et je vais essayer de ne pas faire trop de redites. Alors, comme on le sait, le document est transformé par la numérisation. Cette transformation rend nécessaire une réflexion sur l'adaptation des documents à de nouveaux supports, comme notamment le montre Bruno Bachémont. Elle soulève plusieurs questions sur ce qui fait l'identité du document et sur ce qui nous intéresse un peu plus, comment respecter son intégrité en favorisant dans un même temps son interprétation dans une bibliothèque ou base de données numérique. Alors, comme on l'a déjà vu juste avant, cette question d'intégrité est particulièrement importante dans le cas des documents d'archives.
étant donné que les documents d'archives sont traditionnellement conservés dans leur contexte de production, ils sont intégrés à une liasse ou un dossier et peuvent perdre leur sens au risque de tomber dans le fossé d'intelligibilité s'ils en sont extraits. On peut également noter que dans la charte déontologique des archivistes, justement, ce qui fait la fiabilité du document, c'est cette question, c'est l'intégrité et l'authenticité. Or, la numérisation ne préserve aucun de ces deux aspects, ce qui fait dire à Bruno Bechimon qu'une archive numérique est un oxymore finalement. Alors, à l'heure actuelle, la question de l'unité du fond dans les dispositifs techniques est souvent occultée. Et dans certaines bibliothèques et bases de données numériques, les archives numérisées deviennent des objets stockés. Alors, j'ai repris exactement le même exemple que M. Cuer, justement cette base de données Europeana où les documents sont répartis dans des collections et ils sont qualifiés d'objets au lieu d'être considérés, d'être traités comme les éléments interdépendants d'un fonds d'archives. Et un des enjeux du numérique, justement, est de rendre au mieux cette dimension du fond dans les dispositifs numériques. Alors, mon projet est sous-tendu par plusieurs hypothèses. Alors, la première, c'est qu'à l'heure du numérique, il est nécessaire de concilier deux approches complémentaires des archives. En fait, cela découle de ce que M. Cuer a dit et de ce que je viens rapidement d'aborder. Une première approche qui est située au niveau du fond et qui implique le classement et le signalement en ligne du fond d'archives à l'aide d'instruments de recherche. Cela a un niveau de granularité suffisant pour susciter l'intérêt du lecteur ou du chercheur et de rendre au mieux la richesse du fond pour le chercheur, éventuellement essayer de favoriser une certaine forme de sérendipité plus que ce n'est possible avec les instruments de recherche actuels. Et la seconde approche, qu'il est nécessaire de concilier avec la première, donc, implique la numérisation et l'éditorialisation d'une sélection de documents clés, comme les publications scientifiques ou certains rapports particulièrement intéressants, par exemple. Et l'un des principaux enjeux est justement de réussir à articuler ces deux approches sans que ce qui est numérisé finalement ne vienne éclipser le reste du fond, au risque qu'on ne croie en fait qu'il n'y a que les documents numérisés qui ont de l'importance et qui vaillent d'être consultés. D'un point de vue plus théorique, le philosophe italien Maurizio Ferraris a proposé une théorie du document qui pourrait peut-être faire la jonction entre une logique justement archivistique de préservation de l'intégrité du fond et une logique plus documentaire de valorisation à destination du chercheur. Alors il dresse une typologie des documents dans laquelle il distingue notamment des documents forts qui sont des inscriptions d'actes, des documents faibles qui sont des enregistrements de faits. Et dans la lignée de ces travaux, une réflexion est peut-être possible, c'est une piste, sur l'identification et l'identification d'un certain nombre de documents clés, de documents forts, c'est-à-dire qui permettrait de favoriser le classement des documents d'archives. Alors ma seconde hypothèse, c'est qu'il est nécessaire de penser l'articulation entre les fonctions documentaires et iconiques et la fonction discursive des textes. Alors là, je reviens à Escarpi en fait, parce que ces différents concepts, ce sont des concepts présentés par Escarpi dans la communication et l'écrit. Alors la fonction documentaire renvoie à ce que Robert Escarpi appelle une lecture objective qui peut être réalisée par la machine lorsqu'un langage documentaire adapté est utilisé. Et de nos jours, les possibilités de traitement se sont multipliées, et notamment des applications philologiques. Je pense notamment à un article récent de Jean-Baptiste Camp qui pose la question « Où va la philologie numérique ?» Et dans sa démonstration, il nous montre qu'en fait, les outils informatiques peuvent apporter un gain de temps et de qualité à la fois en amont lors de l'établissement du texte, lors de son enrichissement, puis par la suite lors de son interprétation et de son analyse scientifique. Et donc cette évolution de la fonction documentaire a un impact sur la fonction discursive, autrement dit sur la manière dont le lecteur fait l'expérience du texte aujourd'hui, avec notamment la lecture sur écran, les problèmes qu'on connaît de la baisse de l'attention ou de la surcharge cognitive. Et il s'agirait maintenant de s'appuyer sur les progrès techniques en adoptant une approche documentaire qui, plutôt que défavoriser la lecture humaine, l'accompagne et la complète en fait. Et pour cela, une piste possible est le rapprochement entre la fonction documentaire
et la fonction iconique. Et en pratique, cela se traduirait par l'utilisation de graphes pour mieux traduire le contenu d'un texte ou d'un fond. Et concernant les textes, c'est bien connu, il y a des travaux là-dessus, mais ça existe également déjà pour la visualisation d'instruments de recherche. Il y a des travaux menés par la Fondation Maison des Sciences de l'Homme qui ont pour objet en fait la visualisation des réseaux de correspondants autour de Fernand Braudel, qui sont très intéressants et qui donnent justement à voir d'une nouvelle manière le fond d'archives qui n'est plus aussi arborescente, dans une logique de texte arborescente qu'auparavant. Alors les objectifs, alors je les ai déjà abordés d'une certaine manière dans la présentation du projet. Donc, il s'agira donc d'étudier un fonds d'archives scientifiques complexe et contemporain en sciences de l'information et de la communication, afin de l'organiser et de le classer. Et plus particulièrement, il s'agira de s'interroger sur l'articulation possible qu'il y a dans ce fonds entre les publications scientifiques et avant-texte, les archives personnelles du chercheur et les archives du laboratoire. Cela afin d'identifier et de signaler les documents riches en données pour la recherche et ainsi de faciliter le processus de transmission et de réappropriation de ces archives par les chercheurs. Et le second objectif qui est naturellement lié, c'est de proposer cet environnement numérique, ou plutôt digital même, innovant de recherche et de travail, qui intégrera des clés de lecture et une indexation qui tient compte des besoins des chercheurs en sciences humaines et sociales, et améliore l'accès aux documents en tenant compte des nouvelles pratiques de lecture. Il prendra donc, d'un point de vue pratique, il prendra la forme d'un prototype en ligne qui serait hébergé sur les serveurs de la MSHA. Et voilà. Donc je vais maintenant vous présenter plus précisément la troisième partie que je n'ai pas vraiment abordée pour le moment, qui est la constitution d'un corpus exhaustif et raisonné des écrits scientifiques de Robert Escarpit dans le cadre du projet Robert Escarpit numérique. Alors justement, la première partie de mon travail personnel se superpose au projet RENUM, que je vais d'abord présenter rapidement. Alors le projet RENUM s'articule autour de la théorie générale de l'information et de la communication, une œuvre majeure de l'histoire des sciences de l'information et de la communication, comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Il s'agit d'un projet pluridisciplinaire dont l'objectif est la mise en place d'une édition numérique de cette œuvre qui dépasse le modèle des éditions augmentées classiques présents sur le web, en l'envisageant en fait comme un hyperdocument. Le but étant d'aboutir à un texte qui serait recomposé en documents et entouré d'un nouvel appareil critique qu'il est possible d'enrichir, d'organiser, de combiner, et dans une interface qui favorise autant l'écriture que la lecture. À ce premier objectif du projet RENUM vient se superposer un second, c'est celui de faire la présentation de cette discipline récente des sciences de l'information et de la communication, avec la mise en lumière du travail important mené au sein des laboratoires, notamment l'ILTAM et le LASIK. Et ce travail passera donc par la constitution d'un fonds d'archives dédié. Et donc dans le cadre de ce projet, la constitution et l'édition du corpus des écrits scientifiques de Robert Escarpit est une sous-partie qui m'intéresse plus particulièrement. Son objectif, c'est de réunir l'ensemble des textes scientifiques qui ont été produits par Robert Escarpit et qui ne sont pas publiés, plutôt qui sont dispersés dans différents types de documents, dans des revues, des actes, des ouvrages collectifs. Ici, je n'inclus pas, par exemple, les ouvrages qu'il a publiés en son seul nom, mais différents textes, justement, qui sont disséminés un peu partout. Alors, une fois constitué et édité, ce corpus sera mis en relation avec l'édition de la théorie générale en elle-même et viendra soutenir cette édition et notamment à travers son appareil critique. À l'heure actuelle, les principales éditions numériques qui existent autour de la production scientifique des chercheurs concernent des chercheurs des siècles passés. J'ai mis quelques exemples ici, notamment le corpus Descartes, le projet Hyperniche ou le projet d'édition, cette fois mixte, papier et numérique de l'intégralité des travaux de D'Alembert. Et comme on le constate, en fait, ce sont des projets qui concernent des chercheurs relativement anciens. Et nous avons donc pensé qu'il serait bénéfique d'entreprendre une telle démarche
autour d'un chercheur en sciences humaines et sociales de la fin du XXe siècle, dont les travaux s'inscrivent dans un contexte qui est totalement différent. Par exemple, la nature des publications diffère et les recherches sont souvent menées dans un cadre plus collectif. Et cette première étape, justement, cette première démarche permettrait, in fine, de débuter une modélisation des activités d'un laboratoire de recherche contemporain, en commençant par nous intéresser justement à la variété de ces publications pour aller vers les archives par la suite. Alors en pratique, lors de mon stage au laboratoire, j'avais commencé à compléter la bibliographie des travaux scientifiques de Robert Ascarpi, qui était proposée à la fin de l'hommage à Robert Ascarpi de Nicole Robin, et qui était déjà très complète. Pour le moment, nous en sommes ainsi donc à 46 articles, 30 communications, 29 contributions à des ouvrages collectifs par exemple, mais ce ne sont pas les seuls documents auxquels nous avons accès. Il y a également des manuels, des rapports pour l'UNESCO ou pour l'enseignement de la littérature comparée, des articles de dictionnaires et d'encyclopédies, et un grand nombre également d'articles de vulgarisation qui ont été publiés dans Le Monde ou dans des revues professionnelles en général spécialisées dans les métiers du livre ou dans des compléments littéraires. Ce qui fait qu'en fait on a une grande variété de documents qui va justement poser des problèmes de délimitation du corpus. Par ailleurs, ce travail de recension reste encore à compléter par des vérifications aux archives et des listes de publications et des publications qui ont été conservées. Alors, concernant les problèmes de délimitation du corpus, un des premiers problèmes, entre guillemets, est celui de la question des champs disciplinaires, ce qui rend difficile l'élaboration d'un corpus de publications exhaustif et la grande variété en fait, disciplinaire des travaux de recherche menés par Robert Ascarpi. Et si l'on fait le choix de privilégier l'exhaustivité, ce qui va être notre choix a priori, et il reste à proposer un classement des publications par discipline, ce qui peut être complexe dans la mesure où parfois, dans certains de ces travaux, la frontière est poreuse entre les textes de certaines disciplines. Je pense notamment aux textes entre la littérature comparée et la sociologie littéraire, par exemple. Il y a également certains textes qui correspondent à des périodes de transition. Par exemple, je pense à un article qui s'appelle « De la littérature comparée à la littérature de masse », justement, qui symbolise vraiment le passage justement de ces travaux en littérature comparée à la littérature de masse, ou encore la communication et l'écrit, où d'une certaine manière, il fait la transition entre ses travaux en sociologie de la littérature et en sciences de l'information et de la communication. C'est une sorte, d'une certaine manière, c'est la fin d'une période. D'autre part, les dates ne sont pas vraiment d'un grand secours non plus pour délimiter des périodes très précises de ces travaux, même si on observe naturellement une évolution globale qui va de la littérature comparée aux sciences de l'information et de la communication. Il existe toujours un chevauchement dans des différentes thématiques. Un exemple qui est particulièrement parlant, c'est que lors de son séjour au Mexique, et donc au tout début de sa carrière, à la fin des années 1940, il a proposé un article sur la presse après-guerre dans la revue Terre Latine, alors que c'était pas la réception même de la presse après-guerre, alors que c'était pas du tout sa spécialité, et que ça préfigurait finalement déjà certains articles qu'il pourrait faire par la suite sur le discours journalistique quand il serait dans sa période sur les sciences de l'information et de la communication. Alors juste le second problème, c'est la frontière qu'on établit ou non entre les publications scientifiques et les publications profanes ou la vulgarisation. Dans le corpus, une question qu'on a pu se poser, c'est est-il pertinent d'intégrer au corpus finalement des textes qui ne sont pas au sens propre des documents scientifiques comme des articles scientifiques ou des communications? A priori, oui. Parce que le problème est particulièrement visible dans les travaux d'Escarpi, notamment en sociologie de la littérature, sans doute parce que l'investissement de ce champ finalement répondait à l'origine à un besoin qui était également profane. Dans la période d'après-guerre, il y avait certains acteurs du monde du livre qui se sont retrouvés à devoir faire face aux évolutions rapides du livre et des pratiques de lecture. Et la sociologie de la littérature et de la lecture est finalement venue répondre
à ces nouveaux besoins naissants, ce qui fait que Robert Ascarpi avait de nombreux partenariats, organisé des événements avec des congrès avec les libraires par exemple, ou travaillé avec l'UNESCO, ce qui fait que ces documents, si on les écarte, on se prive en fait d'une grande partie de la pensée de Robert Ascarpi. Et cette citation est assez représentative de sa manière de travailler, j'ai trouvé. J'ai employé plusieurs modes d'expression, plusieurs manières de travailler, mais je crois d'une manière orientée vers une même perspective, vers une même direction. Il disait ça à Jacques Chancel dans son émission Radioscopie. Et on en a déjà parlé justement, que ce soit même ses écrits littéraires, ses travaux, il y avait toujours une forme de cohérence entre ces différents travaux. En conséquence, il reste également à traiter cette question de comment on articule entre les écrits scientifiques et profanes. Alors enfin, je vais revenir aux archives. Alors dans le cadre justement de cette première étape de délimitation du corpus, les archives et le fonds d'archives vont être précieuses dans la mesure où ils contiennent un certain nombre d'écrits de Robert Ascarpi qui ne sont pas toujours faciles déjà à trouver. Et parmi ces écrits, on peut trouver également des avant-textes ou des textes éventuellement annotés, ce qui va s'ajouter au problème de délimitation du corpus dans la mesure où faut-il numériser les textes annotés ou les avant-textes, comment les articuler là également, ce qui fait qu'en fin de compte, on va se retrouver avec un corpus très complexe. Par la suite, mais là j'anticipe, les archives scientifiques telles que des rapports pourront également venir enrichir l'apparat critique des textes. Et enfin, une autre piste intéressante dont je voulais parler, c'était l'éventuelle intégration au projet de certaines archives audiovisuelles. Alors il y en a assez peu dans le fonds départemental, mais il y en a quelques-unes. J'avais surtout effectué un travail de recension des archives de l'INA. Et là, il y a énormément de choses, étant donné qu'il a participé à 63 émissions radiophoniques au moins. J'ai trouvé la trace de 63 émissions radiophoniques et également à des émissions télévisuelles. Et justement, on peut s'interroger sur le statut et la place de ces quasi-documents dans le corpus à l'avenir, sachant que parmi ces émissions, il ne s'agit pas uniquement d'émissions relatives à ces écrits littéraires. On aurait pu penser que c'était juste pour faire la promotion de ces œuvres, mais il y a également des émissions relatives à la sociologie de la littérature, à l'année internationale du livre, ou même à la communication, avec par exemple une émission qui s'appelle De la galaxie Gutenberg à la galaxie Marconi. Et donc, ça reste une question à poser, l'intégration des archives audiovisuelles au corpus. Et donc, pour conclure, je vais récapituler rapidement les différentes étapes que nous allons accomplir prochainement. Alors justement, ça va être l'enjeu principal, en fait, ça va être de construire cette méthodologie de délimitation du corpus, étant donné que nous n'avons pas forcément d'exemples sur lesquels nous fonder, et que en plus par la suite cette méthodologie pourrait être éventuellement appliquée à d'autres fonds de chercheurs de la même époque. Ensuite, par la suite, après le choix et la collecte des documents, il s'agira de numériser ces documents à l'aide de la machine d'un scanner spécial prêté par l'entreprise I2S au sein de la MSHA. Puis ensuite, deux étapes importantes. Il s'agira d'indexer et d'encoder ces documents à l'aide des étudiants du master documents numériques et humanité digitale, et de les éditorialiser, de les redocumentariser afin de construire l'hyper-édition proprement dite, et de faire le lien avec la théorie générale de l'information et de la communication. Et donc voilà.